Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir l'écrivain Nicolas Soudray. Bonjour monsieur. Bonjour Anne Brassier. Vous êtes connu sur cette télévision pour avoir aussi une autre œuvre que celle de romancier, puisque vous avez été haut fonctionnaire et vous avez traité de sujets économiques et écologiques. Tout à fait. Vous êtes venu pour votre combat contre les éoliennes. Vous avez d'ailleurs été à l'origine d'une pétition d'un certain nombre de grands esprits et de grandes plumes françaises pour alerter les pouvoirs publics. Et c'est loin d'être fini. Et c'est loin d'être fini, malheureusement. Mais nous en reparlerons tout en fin d'émission. Là, vous venez donc, après une grande œuvre, j'ai envie de dire, de voyageur, parce que vous avez beaucoup voyagé. Par goût ou par nécessité professionnelle ? D'abord par goût, oui. Et c'est souvent en voyageant que me vient une idée de roman ou de livre d'histoire. Voilà. Parce que moi, je vous connais depuis fort longtemps et il y avait un roman de vous que j'avais beaucoup aimé. Je n'arrive pas à trouver lequel et ma bibliothèque est trop mal rangée, mais quand j'aurai arrêté de travailler, je mettrai en ordre ma bibliothèque et je vous appellerai. Bon courage. Vous nous proposez un livre extrêmement intéressant, qui est un peu aussi une fable, comme le livre de Bernard Gantois, Râle, qui s'appelle « La grande déportation des chiens ». Alors, ma première question, en Turquie, donc, en 1908. Fait réel. Essentiellement fait réel. Fait réel. Et est-ce que vous avez vu ce film japonais qui s'appelle L'île des chiens de Wes Anderson, qui a 2 ans et qui dit exactement une ville japonaise qui décide de déporter tous ces chiens dans une île et c'est un dessin animé. Alors, j'en ai entendu parler, c'est manifestement inspiré de l'épisode turc. Voilà. Et puis, il y a ce roman de Bulgakov que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Cœur de chien », où un savant, un médecin savant, va greffer l'hypophyse d'un chien avec un homme, un cadavre qu'il a trouvé, mais qui est malheureusement ivrogne, voyou et mal élevé. Et c'est donc le chien qui parle, lui aussi. Oui, donc il y a une parenté que je ne connaissais pas. Voilà. Mon modèle, c'est plutôt d'ailleurs la comtesse de Ségur avec ses immortelles mémoires d'un âne, où on voit un âne qui est un âne savant, qui comprend les hommes, qui éprouve des passions humaines, et qui est le héros et le narrateur du roman. C'est un des premiers livres que j'ai lu, qui m'a laissé un excellent souvenir. Et donc mon chien, narrateur, savant, Kitmir, est un peu un avatar du cadichon de la comtesse de Ségur. Oui. Cette référence m'avait complètement... J'ai jamais lu beaucoup la comtesse de Ségur. Ah, il faut lire les mémoires d'un âne, ça c'est un chef-d'œuvre. Vous pensez bien qu'on me les a donnés, mais j'ai pas tellement accroché. Donc voilà, désolée de ne pas avoir vu cette référence, mais je suis contente de l'apprendre. Alors, nous sommes à Istanbul et il y a en effet des chiens partout à Istanbul. Et c'est une tradition, déjà dans les récits des voyageurs français ou autres du XVIIe, ils s'étonnaient ou s'émerveillaient de la présence de tous ces chiens. D'ailleurs, c'était commun à d'autres villes d'Orient. Alors pourquoi tous ces chiens ? Il y a sans doute une différence entre les populations turques et les populations arabes. Bon, le chien en islam, etc., c'est impur. Est impur, bien que le Coran ne dise rien contre les chiens, c'est une tradition. Mais les populations turques sont beaucoup plus tolérantes et amicales envers les chiens, tout en reconnaissant leur impureté. Alors, il y a d'abord le chat. Alors, le chat est quasiment un musulman, il est beaucoup apprécié. Le chien est en dessous, mais quand même assez aimé. Et ce qui explique qu'ils aient pu proliférer, sans maître, dans les rues de l'ancienne Constantinople.
Alors, c'est tout à fait amusant. Il faut rentrer dans la fable, enfin dans votre roman, pour s'y habituer. Mais ce Quitmire devient très vite extraordinairement attachant parce qu'il est très curieux, très intelligent et généreux. Les chiens ont des passions humaines et nous connaissons tous de bons chiens qui sont généreux, affectueux, etc. Donc intelligent. Et même intelligent. Donc mon Quitmire fait partie de cela. Parce que votre chien tout de même est très fort. Il lit le journal. Alors on lui a appris quand même. Et il apprend le français. Il apprend le français parce que Quitmire a été élevé par un instituteur turc, musulman. Un peu déçu par sa famille, déçu par son fils qui est un vaurien. Oui. Donc il a reporté son affection et ses talents pédagogiques sur ce chien qui est devenu quasiment son fils. Alors il lui apprend à parler turc. Enfin, le chien ne peut pas parler parce qu'il ne peut pas articuler, mais il parle avec son regard. Et son regard est tellement perçant et tellement intelligent qu'il se fait comprendre. Que les hommes qui veulent bien s'en donner la peine comprennent ce qu'il dit en turc. Et comme à l'époque, le français était la langue chic à Constantinople. Et ailleurs. Mais notamment à Constantinople. Eh bien, après avoir appris le turc, on lui apprend le français. Et il se débrouille pas trop mal en français. Évidemment, il épate la galerie, il fait sensation dans les rues de Constantinople. Alors, ce qui est très amusant, c'est que votre chien, c'est un peu le persan de Montesquieu. Il regarde vivre les hommes, et tout de même, il est très étonné. Oui, on dirait plutôt même le Huron de Voltaire. Le Huron de Voltaire, oui. Tout à fait, il y a de quoi s'étonner. Hein, surtout Constantinople, qui était une ville quand même assez particulière. Oui. Alors, oui, vous avez de très jolies comparaisons. Vous dites que la population de Constantinople, c'est un tapis très coloré dont les fils sont 3 peuples différents. Oui. Enfin, je ne sais pas si il se caractérisait comme peuple. C'était plutôt des communautés oui. assez entremêlées. La Turque. À l'époque, ça s'appelait encore Constantinople. Hein. Il y avait en gros 1 million d'habitants, un peu plus. Maintenant, il y en a 15, multiplication par 12 ou 15. Mais ça reste quand même évocateur. Sur ce gros million, disons, la moitié de musulmans appelés turcs, seulement la moitié. L'autre moitié, des Grecs, des Arméniens, des Juifs, et puis des Kurdes. Ce qu'on appelait des Levantins, c'est-à-dire des gens d'origine italienne, française et autres. Oui, Levantins, c'était ça. On apprend beaucoup de choses dans votre livre. Les Turcs n'étaient pas Levantins. Les Levantins, c'était... Ce sont des restes de Français installés là-bas. Et finalement, on a inclus les Grecs, les Arméniens et les Juifs dans les Levantins. Donc étaient Levantins tout ce qui n'était pas turc, en gros. Et... Alors, en 1908, il y a eu cette déportation, mais cette déportation a lieu après une déportation qui, elle, est une déportation d'hommes et qui est déjà un premier massacre, qui est le massacre des Arméniens. Oui, alors le premier massacre arménien, c'est 1898. Ouais. Le sultan rouge Abdülhamid, qui n'a pas provoqué ce massacre, mais qui l'a toléré, qui a laissé les populations turques, pas tellement à Istanbul, mais d'ailleurs surtout dans... Mais vous dites que ce sont les Kurdes qui ont déjà... à cette époque-là, surtout les Kurdes, oui, qui étaient lâchés, et l'armée officielle n'a rien fait pour empêcher. Ça, c'était le premier massacre, qui n'avait rien de systématique, hein. C'était quelque chose de complètement improvisé et qui a d'ailleurs valu à Abdülhamid de vives protestations de toutes les puissances occidentales. Donc il s'est calmé, puis ensuite il a été évincé par la révolte des jeunes Turcs qui voulaient moderniser le pays. Donc Abdülhamid était encore sultan mais relégué dans son palais. Et ce sont les jeunes Turcs qui, pour moderniser la Turquie, donc avec des perspectives tout à fait différentes de celles d'Abdülhamid, ils voulaient moderniser la Turquie, donc débarrasser Constantinople de ses chiens qui étaient encombrants, qui donnaient une mauvaise image, pensait-il, de Constantinople. Et c'est cette déportation des chiens, donc systématique,
qui est le prélude des grandes déportations du même siècle, celle des Arméniens, décidée par les mêmes jeunes Turcs quelques années après, et puis la Shoah. Donc en fait... La Shoah, et ça continue, la déportation des Serbes du Kosovo... c'est ça, peut-être à une moindre échelle. Donc je crois qu'il faut mettre Abdulhamid et 1898 à part, parce que c'est pas organisé, ça n'a rien d'un génocide. C'était quand même le début. C'est une mauvaise... le vrai début de la chaîne, c'est ça, c'est les chiens, premier massacre, première déportation les chiens, deuxième les Arméniens, troisième la Shoah. Et Kitmir, qui a beaucoup d'humour, dit à propos des jeunes Turcs, quand on veut à tout prix être moderne, on fait des bêtises. Ça, je crois que malheureusement, nous en avons eu beaucoup d'exemples. Alors, parce qu'il est pro jeune Turc, Kitmir. Au début, comme beaucoup de gens. C'est un jeune chien intelligent, plein d'énergie. Il se dit très bien, c'est un nouveau. Voilà, il voit arriver ces jeunes. Qui relègue cet horrible sultan Abdulhamid, qui disent on va moderniser le pays, pourquoi pas, et même les Arméniens qui n'ont pas vu venir le coup, au début étaient très contents. Et le mouvement nationaliste arménien d'Ashnak, qui était assez puissant, a fraternisé avec les jeunes Turcs. Et dans le premier gouvernement jeune turc, il y avait un ministre arménien et un ministre grec, et tous les gens s'embrassaient. On disait voilà, c'est la réconciliation des communautés. Ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Et donc Kitmir était forcément pour. Alors pourquoi ça n'a pas duré? Alors on peut dire c'est peut-être la perfidie ou la bêtise des jeunes Turcs, mais c'est aussi dû, à mon avis surtout, à la pression des puissances extérieures qui voulaient prendre des territoires à la Turquie, la Bulgarie, la Serbie. La Turquie, le vieil homme malade de l'Europe. Voilà, donc qui voulaient dépecer la Turquie, donc qui était face à une menace très, très importante, d'où une réaction nationaliste qui, par contre-coup, s'est retournée contre les Grecs et les Arméniens. Mais si on part plus en arrière, les Bulgares et les Roumains et tout ça voulaient récupérer les terres que la Grande Turquie, quand elle était grande, avait dévorées, puisqu'en fait l'Empire turc, c'était toute cette oui, mais alors le principe de l'Empire turc, un petit peu d'ailleurs comme celui des Habsbourg, c'était une autorité centrale régnant sur différents peuples entremêlés. Donc c'est le contraire du nationalisme, si vous voulez. L'idée de la nation, ce qu'ils appelaient nation, milli en turc, c'était pas du tout une nation avec des frontières, c'était simplement une communauté de gens, mais qui étaient dispersés sur un territoire. Donc ce principe de l'Empire turc était complètement incompatible avec la vision nationaliste des Grecs, des Serbes et des Bulgares, qui disaient tous les gens qui parlent serbe doivent être en Serbie, tous les gens qui parlent bulgare doivent être en Bulgarie, tous les gens qui parlent grec doivent être en Grèce. D'où le conflit qui est légèrement postérieur à mon roman, mais déjà on le sentait venir. Et il y a eu une guerre balkanique très dure en 1912-1913, la Turquie faisant face à tous ses adversaires. Et c'est donc ce climat de pays un peu assiégé qui explique que les jeunes Turcs, finalement, se soient sottement retournés contre les Grecs et Arméniens qui habitaient la Turquie. Mais c'est encore une fois une conséquence de l'occupation ottomane sur la Grèce et sur la Serbie. Oui, alors, en 1000 quelque chose, la Serbie a dû, dans une grande bataille effrayante... la bataille de Kosovo. Mais vous avez dit occupation, dans l'esprit des Ottomans, c'était pas du tout une occupation. C'était nous régnons, nous traitons bien nos différentes communautés, nous essayons de ne pas les persécuter. Il y a eu quelques moments, mais... il n'y avait pas des taxations dingues. Oui, mais ça c'est dans le Coran. Mais dans l'ensemble, ils n'étaient pas trop maltraités. Même en Bulgarie et en Roumanie, on leur mettait des gouverneurs chrétiens recrutés à Constantinople dans le quartier du Fanar, donc on les appelait les Fanariotes. Donc vous voyez, l'administration ottomane a été assez longtemps tolérante. Et puis elle a cessé de l'être au moment où elle a été attaquée. Et vous parlez aussi du massacre des janissaires chrétiens.
Alors les janissaires, c'est vous qui me l'avez appris. Les janissaires, c'était des petits garçons chrétiens, souvent serbes, croates, qu'on enlevait à leurs parents, qu'on convertissait à l'islam quand même, de force, et qu'on élevait et qui étaient d'excellents soldats. Mais ils avaient fini par devenir très encombrants. Et donc, très puissants, très encombrants. Ils déposaient les sultans à leur guise. Donc au XIXe siècle, il y a eu un grand massacre des janissaires. Là encore, on a voulu moderniser la Turquie. Oui. Mais alors, c'est très amusant donc de voir l'histoire de la Turquie dans les prunelles de Kitmir, qui, encore une fois, est extrêmement intelligent. Vous parlez beaucoup aussi, Kitmir est très conscient de la dette ottomane quand il nous promène. Parce que ce livre, chers amis TV Liberté, est une promenade dans Istanbul. Je ne suis jamais allée à Istanbul, mais maintenant, grâce à Nicolas Soudray, j'ai l'impression de connaître un peu les quartiers. On prend le bac pour aller de l'autre côté. Kitmir est très savant et il nous montre dans les beaux quartiers l'immeuble qu'on appelle la dette ottomane. C'est ça. Alors il faut faire peut-être un peu de géographie. Oui. Donc à l'époque ça s'appelle Constantinople, même en turc encore, ils disaient Constantinopolier. Oui. Et Istanbul n'était on appelait ça plutôt Stamboul, était uniquement un quartier qui existe toujours, avec toujours ce nom. Et c'était la vieille ville musulmane, mais avec quand même Sainte-Sophie qui est dans Stamboul, et puis le plus vieux palais des sultans, Topkapı, tout ça, c'était Stamboul. Puis on traversait un bras de mer, un petit bras de mer appelé la Corne d'Or, et là on arrivait dans les anciens quartiers chrétiens, Galata, fondé par les Génois avant la conquête turque. Galata qui est quelque chose d'un petit peu crasseux, d'un petit peu malodorant, ça l'était déjà du temps de Kitmir, mais avec quand même de beaux restes. Des restes d'hôtels, de banques, et puis je crois que la banque ottomane devait être là. Et puis on monte un peu au-dessus de Galata et on trouve Pera, qui était la ville européenne chic, à base de Grecs et d'Arméniens. Et il y avait la grande rue de Pera, qui est maintenant devenue avenue de l'Indépendance, avenue Istiklal, qui était construite en style 1900, un peu oriental. Eh bien, c'est très bien. Encore maintenant, la grande rue de Pera, ça a un charme. Alors Pierre Loti, amateur de Constantinople, dont je parle beaucoup dans ce livre, je suis un admirateur de Pierre Loti. C'est lui qui a fait la préface d'ailleurs quand on a fait publier la biographie de Kitmir, les mémoires. Loti a été extrêmement présent dans toutes ces histoires-là. Et Loti lui disait, moi je n'aime que Stamboul parce que c'est la vieille Turquie, c'est l'islam et tout. Pera, ce sont des parvenus, ce sont des occidentalisés. Bon là, je me permets de diverger parce que Pera a quand même gardé beaucoup de charme. C'est tout à fait différent, mais propre, authentique. Enfin, c'est-à-dire que c'est peut-être plus cosmopolite pour Loti, comme Loti faisait ses voyages pour trouver... Exactement. Il ne retrouvait pas ce qu'il aimait dans ce cosmopolitisme. Alors le cosmopolitisme a malheureusement en grande partie disparu, les Arméniens, hélas. Les Grecs aussi ont été chassés. Donc tout ça est devenu turc. Mais la façade, l'architecture a été bien préservée. Les boutiques sont chics. Ça a vraiment du charme, et Kitmir aimait bien se promener dans ce quartier de Pera. Puis de l'autre côté du Bosphore, il y a des villes satellites qui sont intéressantes aussi. Il y a d'assez beaux restes, Scutari qu'on appelle maintenant Üsküdar. Donc une espèce de confédération de quartiers très différents, entre lesquels on a toujours plaisir à se promener, même si l'aspect cosmopolite a malheureusement disparu. Et à la tête de chaque quartier, il y a un chien ou deux chiens qui règnent sur le quartier. Et quand Kitmir passe d'un quartier à l'autre, il doit présenter en quelque sorte ses lettres de créance au chef de... Et ça n'est pas du tout une invention de notre serviteur. J'ai trouvé ça
dans les témoignages du temps, hein, les chiens étaient un peu hiérarchisés. Il y avait un vieux chien très puissant, un vieux mâle dominateur, qui souvent était surnommé le Capitan Pacha par les habitants, parce que le Capitan Pacha, c'était l'amiral turc. Et on s'amusait à appeler le chien le Capitan Pacha. Donc effectivement, les Capitans Pacha organisaient un peu la communauté des chiens, et c'était pas facile à un chien de passer d'un quartier à un autre, parce qu'on disait, il vient nous prendre de la nourriture. Tous ces chiens vivaient des ordures publiques. La lutte pour manger, bien sûr. Comme ils proliféraient, ils avaient quelquefois un peu de difficulté à se nourrir. Il faut dire que cette fédération de Capitans Pacha n'a pas pu éviter le désastre. S'ils avaient été un peu malins, ils auraient dit « fuyez, quittez cette ville, vous allez être pris ». C'est d'ailleurs un peu ce que Khitmir leur disait, attention, la foudre va vous tomber dessus. Et il n'a pas été écouté. Oui, mais Khitmir savait lire. Oui. Donc il avait vu dans la presse des articles annonçant la solution scientifique pour assainir la ville. Et il avait vu que le projet avait été confié à un professeur éminent de l'Institut Pasteur. Alors ça a été le premier essai. Le premier essai, un Français qui s'appelait le docteur Remlinger, d'origine lorraine, et qui, c'est certainement quelqu'un de très dévoué et de très compétent, qui dirigeait l'Institut Pasteur de Constantinople, et quand on lui avait parlé des chiens, il avait dit c'est vrai, ils sont trop nombreux, ce qui provoque des risques d'épidémie et autres. Il faudrait en supprimer une bonne partie, mais bien entendu par des moyens très doux, qu'on les insensibilise, etc. Et qu'on les gaze. Voilà. Et il avait déposé un rapport. Et puis, on a trouvé que c'était trop compliqué, trop cher à mettre en œuvre et tout, et on est passé à une solution beaucoup plus brutale, qui consistait à les rasier, les pauvres chiens, et à les déporter dans une île déserte. Sans aucune subsistance. Alors, au début, et sans eau en plus. Au début, quand même, on a essayé de leur apporter la nourriture, mais c'était trop compliqué. La bureaucratie ça coûtait trop cher. Locale n'est pas arrivée à continuer, et puis on a arrêté la nourriture. Donc, ils sont morts de faim. Et même, il est très probable qu'ils se sont dévorés les uns les autres. Bien sûr. Alors, on passe souvent le Bosphore et on passe souvent... on voit que le fleuve est extrêmement important et on voit le chien qui, ayant changé de maître, puisque Khitmir ne va pas pouvoir rester tout le temps dans la même famille, ne serait-ce que pour avoir mordu les fesses de la femme de son premier protecteur, qui s'était mis à battre son mari. Et Khitmir, qui est un chien extrêmement courageux et plein d'honneur, a voulu protéger son maître, et donc il a dû partir parce que c'était la femme du professeur qui le nourrissait. Et donc il va être pris pour faire des courses de chiens. Des courses aquatiques de chiens. Et donc, c'est une série d'autres aventures étonnantes. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est vous nous introduisez dans un certain nombre de vocabulaires. Vous montrez, par exemple, que les célèbres pièces de Mozart à la turca, a son équivalent à la franga. Oui, c'est une expression de la langue locale. On disait pour telle ou telle coutume, telle ou telle manière de faire, c'est à la turca, ça veut dire les Turcs font comme ça, ou bien à la franga, les francs, c'est-à-dire les Occidentaux, c'est-à-dire les francs, font comme ça, notamment le calendrier. Il y avait le calendrier à la franga, qui était notre calendrier, opposé au calendrier musulman à la turca. Bien sûr. Alors, ce qui est étonnant, c'est que votre chien, qui est donc... un héros extrêmement sympathique, vous nous expliquez que le mot cynique vient de chien. Oui, alors ça c'est les Grecs antiques. Oui, les cyniques, c'est pas très gentil pour les chiens d'ailleurs. Oui. Les cyniques disaient, nous allons, Diogène, nous allons vivre comme des chiens, habillés à peine
à peine habillés et sans prendre aucune précaution, etc. Et Diogène, qui se trouvait devant le chemin d'Alexandre le Grand, qui lui a dit « ôte-toi de mon soleil ». Bon, ça c'est très méchant pour les chiens. Kitmir aurait absolument refusé ce précédent. Oui. Alors, Kitmir, c'est le symbole de l'homme libre, en fait. Il est libre de la première à la dernière page. Il essaye d'être libre. En fait, il n'est pas libre, puisque dans un premier temps, il est l'hôte de cette maison, de cet instituteur qui l'a très bien traité, qui l'a soigné. Malheureusement, il y a une femme acariâtre et il y a surtout un fils vaurien qui est jaloux de Kitmir, parce que Kitmir est intelligent, lui, vaurien, ne sait rien faire. Et il capte toute l'affection de son père. Voilà, donc oui, c'est ça. Donc, il est obligé de s'en aller. Alors, à ce moment-là, il tombe sous la férule de deux Grecs pas très recommandables qui organisent des courses nautiques de chiens à travers le Bosphore. Alors, le Bosphore, dans ses parties les plus étroites, ça mesure 800 mètres de long. Bon. Ah oui, quand même. Et puis, alors, surtout, il y a un courant assez fort qui descend de la mer Noire et qui va dans la mer de Marmara, puis ensuite dans la Méditerranée. Et il y a un courant de retour ensuite, mais qu'on ne voit pas parce qu'il affleure le fond, qui part de la Méditerranée et qui remonte dans la mer Noire. Donc traverser le Bosphore à la nage, c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui sont morts pour l'avoir fait. Et nos Grecs gagnaient leur vie en organisant des courses de chiens, courses nautiques. Donc il fallait que les chiens nagent. Et Kitmir a dû apprendre à nager. Ça, il a eu beaucoup de mal d'ailleurs. Non, il avait un mentor. Il avait un mentor grec. Mais un ami qui lui a appris à nager et qui était devant lui et qui l'entraînait. Il y avait d'autres chiens plus doués que lui. Et ça lui a donné l'occasion de faire la connaissance d'un personnage historique intéressant, Basile Zaharov, qui était un des plus grands marchands d'armes de la planète à l'époque, qui était originaire de Constantinople. Là, c'était un grec de Constantinople. Mais ses parents avaient russifié leur nom, d'où le nom de Zaharov. Et il vivait à Paris ou à Londres, mais de temps en temps, il revenait dans sa mère patrie. Il rencontre Kitmir, il dit « Oh, mais ce chien est intelligent, ce serait bien que je le ramène dans mon hôtel particulier à Paris, comme ça, il charmerait mes invités, il ferait des numéros. » Et ça a failli se faire à un moment. Kitmir a failli être embauché par Zaharov. Mais Kitmir réfléchit trop longtemps. Puis il aimait trop Constantinople, etc. Donc il ne pouvait pas partir. Il n'a pas fait affaire avec Zaharov. Il ne pouvait pas partir. Vous avez aussi beaucoup d'humour quand le chien Kitmir se met à imiter Napoléon avec un petit peu de moquerie. Quand il dit à la porte ottomane célèbre « Moi, Kitmir, je te regarde ». Oui. C'est ça. Alors, la porte, qu'est-ce que c'était la porte ? C'était un palais où se tenaient les ministères. Oui. Et le nom de la porte est resté pour désigner l'Empire turc. Oui. Alors, autant de Kitmir, autant de mon roman, les sultans avaient quitté ce vieil ensemble de palais avec la porte pour aller plus haut dans le Bosphore, dans un palais moderne qui existe toujours, qui est beau, qui est impressionnant. Mais Kitmir, donc, qui a appris l'histoire, etc., s'amuse à passer devant. Et les ministères sont toujours là, d'ailleurs, à l'époque. Ils sont toujours à la porte. Mais il y a des petites réflexions qui montrent que vous vous moquez quelquefois de Napoléon. Je me trompe ou pas ? Écoutez, Napoléon, ce grand homme, avait ses côtés un petit peu risibles. Il faut rappeler qu'il avait fait la guerre à la Turquie, puisque l'Égypte était une dépendance turque. Voilà. Et puis ensuite, il a essayé de se réconcilier avec la Turquie pour faire pièce à la Russie. Vieille histoire. Et ça a été une des causes, d'ailleurs, de la guerre de Russie. Oui. Alors, bien sûr, vous posez des questions philosophiques, et cette déportation des chiens qui est si tragique dans la dernière partie du livre. Vous écrivez, Nicolas Soudray, « Comment les hommes ont-ils pu nous réduire à ce sort ? Dans l'ombre où ils se tiennent, je discerne deux sortes de responsables. Les durs, qui voulaient se débarrasser de nous au nom de la modernité. Les tendres, qui acceptaient notre exil, mais ne voulaient pas notre mort.
Les durs ont dupé les tendres. Ils leur ont fait croire que nous serions correctement alimentés et abreuvés, alors que c'est impossible, compte tenu de notre effectif énorme. Oui, mais c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. C'est une image pour d'autres situations. D'abord, il y a beaucoup de choses qui se sont passées de la même manière avec les durs et puis les tendres qu'on laissait faire. Et là, les gens ont cru sur la foi des communiqués du préfet de Constantinople que les chiens allaient être nourris. Et au départ, ils ont été un peu nourris. Puis on a arrêté ça. Et il y a eu quand même, au moment de la grande rafle des chiens, des habitants de Constantinople qui ont essayé de s'opposer. Il y a des chiens qui ont été délivrés par les habitants de Constantinople. Puis j'imagine que le lendemain ou le surlendemain, on les a rattrapés. Dans le film, dans le dessin animé de Wes Anderson, c'est un petit garçon qui veut retrouver son chien, qui va arriver sur l'île et qui va les libérer. Oui, c'est assez difficile, je pense, techniquement. Mais c'est un dessin animé. Mais vous avez cette façon de vous mettre, parce que en fait, Kitmir, c'est un peu vous. Oui, j'ai dû être chien dans une vie antérieure. C'est un peu vous. Et ce regard ironique sur le monde, comme il va ou comme il ne va pas, c'est un sentiment... on a un sentiment de recul. On voit le monde de très loin et de très haut et dans une autre peau, si je puis dire. Oui, il est normal qu'un chien ait un regard un peu perçant, un peu... Mais vous vous êtes amusé en décrivant ce texte. Oui, tout en étant quand même un petit peu terrifié par l'enchaînement implacable que je découvrais. Bien sûr. Mais il y a toujours... d'abord parce que Kitmir est un petit gars très solide. Il va toujours trouver une solution. Enfin, presque toujours. Presque toujours. Pas jusqu'à la fin. Pas jusqu'à la fin, bien sûr. Mais... alors, il y a aussi cette comparaison qui, là, ne marche pas entre l'homme et le chien. Le chien change d'épouse quand il lui plaît. Alors que les pauvres hommes sont attachés à une seule femme. C'est épouvantable. Il y a quelques exceptions. Quelques exceptions. Mais en tout cas, vous soulignez bien cette liberté du chien par rapport aux hommes, qui est aussi extrêmement amusante. En tout cas, ce roman est très prenant parce que, de par son intelligence, d'abord, cette espèce de recul par rapport à cette humanité turque à un moment donné, mais qui est évidemment une image de l'humanité dans son entier. Et puis, cette histoire... cette liberté du chien qui va son chemin et qui... Alors, la liberté coûte très cher. Oui, d'ailleurs, ça conduit à la mort de Kitmir. Il a voulu être libre jusqu'à la fin. Il a voulu être libre jusqu'à la fin. Il a voulu venger sa dernière épouse. Il a voulu venger sa communauté. Alors, il y a une chose qu'on peut peut-être dire, c'est le nom Kitmir est dans la tradition turque le nom du chien des 7 dormants. Oui. Alors je rappelle en 2 mots les 7 dormants, qui est une, disons, légende commune aux chrétiens et aux musulmans. Oui. Ça remonte à la persécution de Dioclétien. Il y a quelques jeunes gens chrétiens qui, pour échapper aux persécuteurs, se cachent dans une grotte. Ils sont avec un chien. Et donc, ils dorment pendant très longtemps, puis se réveillent et ils reviennent à la vie normale avec leur chien. Et le Coran a repris cette légende. Alors, le nom de Kitmir ne figure pas dans le Coran, mais c'est la tradition. Et le chien, dans cette tradition, est enveloppé dans l'aura un peu mystique de ses maîtres. Alors, il existe un pèlerinage qui, tous les ans, je crois encore actuellement, à Perros-Guirec, un pèlerinage franco-musulman, enfin plutôt christiano-musulman, où on célèbre le souvenir des 7 dormants et de leurs chiens. En tout cas, merci pour cette très belle histoire, si signifiante et si fine
ce regard si fin sur l'humanité. J'aimerais maintenant que vous... c'est édité, je ne l'ai pas dit encore, chez Michel de Maulle. Qui est une vaillante petite maison d'édition. Une vaillante maison d'édition qu'il faut soutenir. Tout à fait. Il faut soutenir. J'aimerais que vous, dans une deuxième partie, enfin, la dernière partie, toute dernière, que vous nous parliez, et là je m'adresse à Patrice Cahard, c'est-à-dire un autre homme, de votre combat contre les éoliennes, qui vous occupe beaucoup et pour lequel vous êtes bien battu. Et je continue, et je crains d'en avoir encore pour des années. Alors pourquoi je me bats contre les éoliennes ? D'abord parce que les éoliennes ne servent à rien pour le climat et sont même nuisibles. On nous les présente comme étant une solution pour le climat, parce que je crois qu'il y a un vrai problème de climat, mais au moins en France, notre production d'électricité est pratiquement sans carbone. Donc si on ajoute des éoliennes à celles qui fonctionnent déjà, ça ne va pas faire baisser le taux de carbone qui est dans l'électricité. C'est une électricité qui va venir en plus. Donc je crois qu'il n'y a pas de sacrifice à faire pour ça. Mais qui plus est, les éoliennes sont intermittentes. Une éolienne fonctionne en moyenne sur l'année à un quart de sa capacité. Ça ne veut pas dire un quart du temps. Elle fonctionne presque tout le temps, mais elle est presque tout le temps au ralenti. Bien sûr, oui. Il n'y a qu'à les regarder d'ailleurs. Oui, il n'y a qu'à les regarder. Donc, ce qu'on appelle le facteur de charge, c'est-à-dire le rapport de la puissance théorique à la production réelle, c'est 24%. Nous autres consommateurs, nous avons besoin d'une alimentation régulière. Donc il faut bien qu'il y ait une autre source qui compense l'irrégularité des éoliennes. Quelle est cette autre source ? Eh bien, dans l'état actuel de la technique, c'est le gaz. Le gaz dit naturel, importé, polluant. Alors il est 2 fois moins polluant que le charbon, soit, mais il est quand même polluant. Quand on le brûle, il dégage du CO2. Donc plus il y aura d'éoliennes, plus on va polluer. Et c'est vrai aussi pour le photovoltaïque, que je combats un peu. Je ne peux pas tout combattre, donc je me suis concentré sur l'éolien. Donc première raison, ça ne sert à rien et au contraire, ça nuit au climat, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Bon, deuxième raison, elle est évidente, c'est le paysage. Nous avons en France des paysages qui ont été façonnés par l'homme au cours des siècles, avec des balises, des jalons qui sont les clochers. Bon, vous avez des éoliennes actuellement près de chez moi, dans l'Orne. Il y a un projet que je combats naturellement à 180 mètres de haut, c'est-à-dire 6 fois les clochers, mais ça n'est pas tout. Un peu plus loin, 200 mètres, un peu plus loin, 240 mètres. Voilà les projets. On essaye de rattraper la Tour Eiffel. Et en Allemagne, à côté de Stuttgart, dès à présent, et déjà depuis plusieurs années, il y a une éolienne de 243 mètres. Alors donc c'est la folie des hauteurs qui gaspille et détruit complètement nos paysages. Alors, c'est pas seulement une question de charme et de cadre de vie, c'est aussi une question économique. Notre tourisme est en danger. Et vous n'évoquez pas du tout la santé des personnes qui habitent autour. Alors, il y a ça. Des troupeaux qui ne donnent plus de lait. C'est une troisième... Des gens qui partent en vendant leur maison pour rien. C'est une troisième raison. Alors là, ça n'est plus l'ensemble de la communauté, c'est les voisins. Mais enfin, quand même, ils ont droit... Ils ont droit à être traités de manière équitable. Il y a effectivement toutes sortes de nuisances, la présence de hautes silhouettes qui... on vit sous une domination. C'est la santé mentale qui est en cause. Bon, il y a ces pales qui tournent et qui, quand le soleil est bas, provoquent une danse d'ombre absolument exaspérante à l'intérieur des maisons. Bon, il y a le bruit qui est très irrégulier et donc on ne s'y habitue pas. On ne s'y habitue pas, notamment le bruit nocturne. Il y a un endroit pas très loin de chez moi, à Échauffour dans l'Orne, où on a implanté des éoliennes plus puissantes que prévu sur la base d'une mauvaise étude. Eh bien, depuis 3 ans, les habitants ont de la peine à dormir. L'affaire est toujours pas réglée. Les éoliennes sont là, elles moulinent. Et elles ont été interdites la nuit pour que les gens puissent dormir. Les gens puissent dormir, mais la nuit, le jour, ils sont quand même dérangés. Bon, il y a les champs magnétiques
dégagés par toutes ces câbles, etc., qui sont sous le sol pour évacuer le courant. Et puis les infrasons qui sont, si je puis dire, des sons inaudibles, mais qui traversent les murs et qui se propagent sur de grandes distances. Alors c'est mal connu, les infrasons c'est mal connu, les effets des champs magnétiques sur la santé c'est mal connu, mais c'est quand même certain. Alors les partisans des éoliennes et les ministères rejettent ça avec dédain en disant aucune étude scientifique n'a établi le rapport de cause à effet entre les éoliennes et puis les... Mais ils sont certains. Simplement, ils sont mal mesurés. Il y a des troupeaux qui ne donnent plus de lait, il y a des jeunes veaux qui meurent, tout ça est réel. Mais vous ne faites pas partie de ceux qui contestent carrément la nécessité de l'éolienne en disant que le problème du CO2 ne va pas être réglé comme cela, que le réchauffement climatique est dû à une inclination légèrement accentuée de l'axe de la Terre et que toutes ces décisions sont de l'ordre de l'invention pure et simple. Oui, alors non, je ne partage pas cette position, malheureusement. Oui. J'aimerais bien pouvoir dire tout ça est dû au cycle solaire. Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui le disent. Oui, mais ça n'est pas faux. Simplement, les cycles solaires, ils s'annulent. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, si vraiment tout ça était dû à des cycles solaires, on serait relativement tranquille. On se dit, actuellement, nous avons peut-être un temps fort, et puis nous aurons demain un temps faible, ça va s'annuler. J'aimerais pouvoir dire ça, mais tout ce que je lis depuis des années va quand même en sens inverse. Hélas, il y a un problème de CO2 qu'il faut résoudre. Et alors là où je me sépare complètement des écolos et de Madame Pompili et autres, c'est que l'éolienne n'est pas une solution. Au contraire, ça ne peut qu'aggraver les choses, puisqu'on a besoin de gaz, de gaz russe notamment, oui, mais là, nos élites politiques viennent encore de faire un grand coup. Oui, voilà, de gaz pour combler l'intermittence de l'éolien et du photovoltaïque. Et là, je crois que c'est une grave erreur. Et vous pensez que cette nécessité du gaz va pouvoir influer des décisions ultérieures plus intelligentes ? C'est sûr que si vraiment... La nécessité fait loi ? Si nous continuons de nous mettre dans la dépendance du gaz, ça va altérer notre indépendance, c'est sûr. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. On devra accepter certains comportements sans réagir ou en réagissant peu. Quel comportement ? Nous avons deux producteurs de gaz. Nous avons un comportement américain qui veut nous vendre son gaz de schiste en exploitant sa terre et en lui faisant traverser l'Atlantique, ce qui est quand même un peu risible. C'est un coût élevé. Et on a comment est-ce qu'on appelle ça ? Un tuyau. Un gazoduc. Un gazoduc qui est déjà fait et qui ne pollue quand même pas. Il y en a plusieurs qui fonctionnent et il y en a un gros magnifique qui pour le moment est à l'arrêt. À l'arrêt, voilà. À cause des événements d'Ukraine. Donc, si vous voulez, on ne peut pas comparer parce que les deux veulent vendre. Il demeure que la France ne produit pas de gaz et que si elle continue de se mettre dans l'indépendance du gaz, elle est forcément dépendante de fournisseurs extérieurs. Il y a l'Algérie aussi. L'Algérie qui est un fournisseur important. Et l'énergie nucléaire ? Alors l'énergie nucléaire a le grand avantage d'être produite sur place. D'abord, j'ai fait des chiffrages. Le nucléaire actuel coûte vraiment pas cher. C'est de loin l'énergie la moins chère. Le nucléaire nouveau risque, hélas, d'être plus cher, mais au moins... c'est produit sur place. Alors vous me direz, il y a l'uranium, mais l'uranium ne fait qu'une petite partie du coût, même pas 10%. Et nous avons des stocks d'uranium importants. Et puis quand l'uranium commence à s'épuiser, on a un autre métal qui est le thorium, qui est plus abondant que l'uranium. Et la Chine est déjà en train d'essayer de faire des centrales qui soient au thorium et plus à l'uranium. Donc, d'un point de vue de sécurité, le nucléaire, sécurité des approvisionnements, est très supérieur à tout ce qui est gaz, pétrole et autres. Et dernier drame, tous ces parcs maritimes d'éoliennes, est-ce qu'elles connaissent un certain frein ou est-ce qu'elles vont foutre en l'air toutes nos côtes et toute la pêche ? Oui, alors il y a un programme absolument monstrueux qui consisterait à corseter les côtes françaises de Dunkerque jusqu'à Biarritz, de
de corseté d'éoliennes avec de temps en temps un goulet pour que les bateaux puissent passer. C'est un programme quasiment officiel. Alors, ça n'est pas le cas en Méditerranée parce que la mer est trop profonde, donc on mettrait des éoliennes flottantes. Alors, je trouve que c'est monstrueux, c'est très coûteux, beaucoup plus que l'éolien, beaucoup plus que l'éolien terrestre. Alors, il y a bien sûr des résistances. Il y en a d'abord une à Dunkerque. Nos amis belges n'ont même pas été consultés quand on a fait un projet. On a dit, on fait magnifique, Dunkerque, la mer est pas profonde, ça coûte pas cher. Les Belges se réveillent en disant, mais vous allez nous mettre des éoliennes à côté de nous, ça va gêner la navigation et tout. On les a envoyés promener, résultat, ils se plaignent devant les tribunaux. Donc il y a un premier problème avec Dunkerque. Ça témoigne d'une légèreté stupéfiante de la part des Français. Bon, Saint-Brieuc... Et d'une certaine tyrannie politique du gouvernement. On n'est pas obligé non plus de penser tous les matins que le gouvernement va nous entuber. Il y a eu un certain aveuglement des gouvernements successifs sur Dunkerque, c'est évident. Oui. Bon, ensuite, il y a Saint-Brieuc, où malheureusement les recours judiciaires sont épuisés, mais on va d'incident en incident avec les pêcheurs, avec les forages. Le sol est tellement dur au fond de la mer qu'on a beaucoup de peine à le creuser et on découvre ça maintenant. C'est bien. Ça maintenant. La nature se défend. Et puis il y a aussi le projet d'Oléron, alors qui n'est pas encore du tout approuvé ni rien, mais auquel le gouvernement tient beaucoup. Alors, ce sera un vaste projet, encore bien plus grand que celui de Saint-Brieuc. Là, il y a une mobilisation. Une mobilisation de tous les gens du pays. Et moi, j'espère qu'on arrivera à arrêter ce projet d'Oléron. Mais j'en suis pas sûr. Moi, celui qui me préoccupe, c'est celui qui sera en face de Fécamp, voyez-vous. Oui. Parce que là, il est malheureusement... C'est la plage de mon enfance et les pêcheurs qui sont dans ce port de Fécamp, qui vont se retrouver sans travail, c'est tout de même un drame que... Alors, sans travail, bon, naturellement, les autorités disent que non, qu'ils pourront quand même pêcher, etc. Oui. Mais il y a sûrement une gêne importante. On ne sait pas ce que vont faire les bancs de poissons. Il y a sûrement une gêne importante. On ne sait pas ce que... Et comment les bancs de poissons vont réagir ils vont s'en aller, en tout cas, durant les travaux, parce que les travaux, c'est énorme, les énormes piliers. Alors, est-ce que les poissons, après être partis, reviendront? Là est la question. Et ça, aucun scientifique ne peut encore y répondre. Mais non. Merci beaucoup. Merci Anne Brassier. Je reparle à Nicolas Soudray pour ce joli livre, La grande déportation des chiens, chez Michel de Maulle. Chers amis de TV Liberté, par ces temps où il est difficile de voyager, nous vous offrons un beau voyage à Istanbul. Bien parlé. Merci Nicolas Soudray. À très vite, chers amis de TV Liberté.